Ibrahima Aya est un auteur et éditeur malien. Né en 1967 à Goundam, dans la région de Tombouctou, au Mali, il entreprend des études d'agronomie en Moldavie, qui faisait alors partie de l'URSS. Pendant ses études dans ce pays, ça il me l'a raconté, c'est assez impressionnant quand même pour le mentionner, il apprend le russe grâce à la littérature, en lisant des livres, en lisant Tolstoï et d'autres auteurs russes. Il se débrouille d'ailleurs toujours en russe, hein. Ça c'est... Nelly pourra l'attester. Il devient donc agronome et consultant pour une organisation non gouvernementale, Aide et Développement au Mali. Il vit aujourd'hui à Bamako. Parallèlement à son activité professionnelle, Ibrahima Aya se consacre à l'écriture. En 2001, il publie Le Vieux Pagne, un roman que l'on peut qualifier de féministe et qui raconte avec beaucoup d'humour l'histoire d'une femme qui découvre que son mari va en épouser une autre la veille de cet événement. Décidant de ne pas se laisser faire, elle fonde alors une association pour la promotion des droits des femmes et elle finira par utiliser les revenus de cette association pour reconquérir son mari. En 2002, il publie Riche ou pauvre pour un mois. Dans la même veine humoristique, ce roman raconte les histoires croisées de deux hommes aux antipodes pendant le mois de jeûne du Ramadan. Le premier très riche, le second pauvre, gardien de la villa du premier. De juillet 2002 à 2005, Ibrahima Aya publie chaque mois une nouvelle dans le quotidien malien L'Essor. Ces nouvelles décrivent un monde imaginaire, construit à partir de faits divers ou d'événements du quotidien, qui ont lieu dans une ville ou un village du Mali. Ces nouvelles ont été publiées dans le recueil Les larmes de Djoliba. En 2011, il crée la bibliothèque des dédicaces à Tombouctou pour rassembler des livres offerts et dédicacés par leurs auteurs dans le but de lutter contre l'intolérance, par le partage du savoir et de l'imaginaire. De même, Ibrahima est pendant 10 ans le président de l'association La Jeune Société du Savoir, qui rassemble de jeunes chercheurs, universitaires et auteurs pour la promotion du savoir, de la recherche et de la culture par le biais d'actions, d'organisations d'événements, de cafés littéraires. En 2011, il publie son 3e livre, Rire et pleurs des orphelins, aux éditions L'Harmattan. Cofondateur des éditions Tombouctou, il publie en 2012, alors que le nord du Mali est occupé par des organisations djihadistes, plusieurs ouvrages collectifs, dont Voix haute pour Tombouctou, ainsi que le Mali entre doute et espoir, et le Mali contemporain. Il est également cofondateur, programmateur et organisateur de la rentrée littéraire du Mali, un des événements littéraires africains parmi les plus importants du continent, seul événement réunissant des écrivains des 4 grandes régions linguistiques présentes en Afrique, le français, l'anglais, l'arabe et le portugais. Malgré les troubles politiques qui sévissent actuellement dans son pays, il a réussi à organiser cet événement cette année, en février dernier, et on lui tire notre chapeau. Ibrahima va nous lire un extrait ce soir de son dernier roman, Le Pays des Éclipses, paru aux éditions APIC en 2021. Bonsoir, merci Sophie, merci à toutes et à tous d'être là. Merci infiniment. Donc je vais vous lire quelques extraits de mon dernier roman, Le Pays des Éclipses. Alors c'est quoi Le Pays des Éclipses? C'est un roman à personnages multiples. C'est une histoire qui se déroule dans un pays traversé par un grand fleuve, et un pays où l'éclipse, puisque le titre c'est Le Pays des Éclipses, l'éclipse est perçue comme un mauvais augure, comme un signe, le signe que la Terre est figée, que la Terre ne tourne pas rond. Donc au cœur de ce roman, la mémoire des femmes, comme un fleuve qui répare, qui régénère et qui transmet. Donc les extraits que je vais lire vont évoquer 3 personnages. Le premier, c'est M. Bédon, un grand-père qui ne sait pas encore qu'il l'est, il ne sait même pas qu'il est père. La grand-mère qui s'appelle Mam, qui vit depuis des années en cachette avec sa fille Chénie, et le petit-fils, les Chevreau, ou bien Chevreau, qui cherche sa mère et qui essaie de lire dans les éclipses pour comprendre son monde. Alors, c'est qui M. Bédon? Bédon, au départ, s'appelait
Khan. C'était un jeune enseignant passionné de lecture et de danse, mais qui va commettre le crime d'aimer et d'être aimé par l'une des plus belles filles du pays, mais aussi l'une des meilleures danseuses, pendant que le pays est sous le joug des dictateurs, en fait, des militaires. Alors, il est déporté dans le désert et il échappera à la mort de justesse. Il va vivre en cachette. Il deviendra puissant et va décider de façonner le pays à son image en inventant un modèle de citoyen qu'il va appeler le Fatum. Et ce modèle de citoyen, il va imaginer de construire à l'échelle du pays une fabrique, donc une usine pour fabriquer ce modèle. Ce modèle sera un bel être qui ne va pas sentir la douleur et qui va vivre de déchets. Même, donc, celle qu'il avait toujours aimée et qu'il aime désespérément et qui continue toujours de vivre cachée, sera la première victime de l'entreprise de fabrique du modèle. Elle sera renvoyée de son travail et tout d'un coup, un jour, elle est convoquée par le juge. On est à la page 89. Mam sirota doucement son thé à la main, le regard bien lointain. Un pas se fit entendre. C'était Chevreau. Tiens, t'es tout beau, mon chéri. Allons-y tout de suite. Elle jeta un regard vers le miroir et se retint d'éclater de rire. Comment dire à son petit-fils qu'elle a été licenciée parce qu'elle n'avait pas de grosses fesses? Dans la cour, le matin, adouci par l'averse de la veille, se prélassait au soleil. Et si c'était un bon signe? Mam s'apprêtait à aller répondre à la convocation du juge Maki et comptait profiter de cette générosité atmosphérique pour faire quelques courses avec son petit-fils. Contre toute attente, son affaire avait été instruite. Alors qu'on était habitué à traîner les pas pour ce qui concerne les citoyens ordinaires, au nom d'une passion du service public qui voudrait que la célérité soit un service rémunéré, sa plainte pour licenciement abusif avait mis les officiers judiciaires dans un branle-bas de combat peu commun. Même y avait décelé un bon début de justice. Sinon, un subit intérêt en faveur des causes habituellement perdues d'avance. Le procureur, comme le juge, avait tenu à préciser qu'il jugerait sur les faits et ne laisserait rien ni personne d'autre interférer. Pas de cousinage, ni de copinage, encore moins de bakchiche. Pour une fois, la logique allait rejoindre la vertu. Même avait conféré cet élan de justice à la période, le mois de mars, moment où la chaleur ambiante de la grande famille semblait dégager des effluves de droiture. Mam s'habilla sobrement, un pagne et une robe longue. De quoi s'éviter les regards attisés des saint-voyeurs de plus en plus aux aguets à chaque coin de rue. Chevreau, en pantalon et chemise basin, lui se tenait sur son 31. Il choisit de faire le trajet à pied. Le tribunal se situe à quelques centaines de mètres de la maison. Alors que Chevreau s'intéressait aux nouvelles affiches publicitaires colmatant les brèches et les murs lézardés et rompant l'unité moribonde du quartier, Mam, elle, pensait au juge. Elle l'imagina serein dans sa toge, en train de tisser au fil des faits sa toile réquisitoire autour des parties en conflit. Le juge devait être une personne exceptionnelle, aux 5 sens bien plus développés que chez le commun des humains, ce qui en fait un être à la fois prémonitoire et lucide. Il faut bien disposer de cet avantage pour ne pas envoyer des innocents en prison. Même si les TR soutiennent que beaucoup de femmes et d'hommes de loi faisaient désormais partie des enrhumés à vue de la grande famille, elle espérait quand même que les maquis qui avaient été commis pour son affaire avaient au moins de quoi sentir les émanations inspirantes de Mars.
Mam et Chevreau pénétrèrent dans le vieux bâtiment lézardé et après moult sollicitations, arrivèrent au bout du couloir crasseux. Chevreau devra attendre sur le banc. Mam frappa puis poussa la porte. Flamboyant dans son costume émeraude, le sourire coulant sur sa cravate fluorescente, le juge, M. Maki, installa gentiment Mam dans un petit canapé au fond bien ratatiné. Puis, assis au pied d'une longue table, aussi basse qu'un lit, il lui confia avoir déjà interrogé une brochette de filles nouvellement recrutées par son ancien employeur. Ensuite, le magistrat précisa, la moue désolée, que la sacralité des faits pour la justice l'obligeait également à mesurer le tour de fesses de Mam. Celle-ci, distraite, sursauta. Sur ce, M. Maki posa sur la table un grand registre, changea de lunettes et sortit d'un tiroir un mètre ruban. Mam, stupéfaite, ne pouvait s'imaginer que la vérification des faits commençait par une appréciation de visu des fesses des protagonistes. Voyant qu'elle ne mordait pas, M. Maki expliqua que la grosseur des fesses étant à l'origine du problème et donc de la plainte, il se devait, pour être objectif et impartial, de comparer celles des différents protagonistes. Mam se chercha une issue. Je peux vous proposer de confier une telle mesure à mon tailleur? Malheureusement, en pareille circonstance, je ne dois me fier à aucun œil extérieur. Mam resta interdite. Alors, pour la rassurer, M. Maki ouvrit le registre et montra du doigt les noms des personnes ayant déjà passé par la procédure de vérification. Mam acquiesça de la tête, puis se mit debout, indiquant ainsi qu'elle se pliait à son tour à la mesure. Le juge sourit, sortit un mouchoir pour s'essuyer le front emperlé de sueur. Se raclant la gorge, il expliqua, un peu nerveux, que les mesures doivent se faire au toucher, c'est-à-dire que les fesses doivent être montrées nues, car la moindre trace de tissu pourrait constituer une erreur de taille ou de poids. Mam recula et objecta de la tête pour signifier son refus. Le juge leva les bras. Madame, vous n'allez tout de même pas prendre sur vous le risque de mettre en péril une enquête qui vous est même favorable. Mam reprit sa place sur le canapé des visiteurs. Le juge revient à la charge, pesant sur les mots comme pour les gonfler de menaces. Vous ne devez surtout pas faire obstruction à la justice. Les conséquences peuvent être imprévisibles. De guerre lasse, le juge conduisit Mam au bureau du procureur. Les deux magistrats se concertèrent à clé fermée. Puis celui qui était censé la ramener à la raison la fit entrer. L'air très chaleureux, il se présenta lui aussi, M. Maki. Mam se rappela la boutade préférée de sa mère, deux chiquères, le même tabac. Docteur Frigal, dans son grand bobo magnifiquement produit à toutes les ouvertures, le procureur s'ingéniait à remettre les pendules de la justice à l'heure. Mam apprit qu'elle pouvait douter de l'avis d'un homme de droit, mais pas de ceux identiques de deux. Autrement dit, qu'elle devait absolument accepter de se faire tâter les fesses si elle souhaitait voir ce procès se tenir et probablement finir à son avantage. Pour encore la persuader, l'édile fit un parallèle entre le constat judiciaire et l'examen médical, concluant que les mains du juge, comme celles du médecin, sont liées par le secret professionnel. Mam ne devrait donc pas percevoir la levée de ses mensurations comme une atteinte à sa pudeur. Au contraire, elle devrait la vivre comme une contribution volontaire et honnête au diagnostic et à l'éclatement de la vérité. Il sourit. Savez-vous que les autres ont eu droit au scalpel impitoyable de l'huissier? Alors lui, je ne vous dis pas, c'est le maître de la fouille. Je n'ai pas porté plainte contre des femmes, mais contre mon ancien employeur, protesta Mam, plus inquiète encore qu'à son arrivée chez le juge. Je ne vois aucun lien direct avec les mensurations de ces femmes. Imperturbable, le procureur poursuivit son argumentaire. Lui et son collègue savaient, après plusieurs recoupements, que les filles embauchées par l'ancien employeur de Mam
le firent au regard du poids de leur postérieur. Tactiquement, il leur semblait plus adroit de confondre l'embaucheur indélicat d'abord sur ce registre, avant de le coincer plus facilement sur le vrai chef d'accusation, le licenciement abusif. Mam lâcha dans un sourire nerveux. Mon tour de force n'apportera aucun éclairage à l'enquête, puisque de toutes les façons, je suis surclassé par les autres femmes en cause. C'est loin d'être un fait établi. Sentant même à bout d'arguments, le procureur temporisa. Il s'étira, rajista les longs pans de son grand boubou sur ses épaules, puis se mit à sourire longuement. Revenant à la charge, il conseilla à Mam d'apprendre à distinguer la logique et la vérité. Pour l'y aider, il lui révéla est-ce qu'elle se trompait complètement. Contrairement à ce qu'elle pouvait croire, plusieurs des filles incriminées seraient en fin de compte moins nantis qu'elle par derrière. Content de l'étonnement de Mam, le magistrat ajouta que l'enquête leur avait appris quelque chose de très inattendu. Beaucoup de ses anciennes collègues s'étaient vachement bien arrondis le postérieur avec des fesses artificielles. Un bel argument qui va sûrement se retourner contre ces fraudeuses puisqu'elles devront répondre de faux usages de faux. Mam sourit, amusé. Précisant qu'il pourrait bien lui montrer les saisies faites par l'huissier, toutes des joyaux esthétiques, le procureur sortit à son tour un maître ruban. Confuse et pour se dérober, Mam demanda plusieurs jours de réflexion, arguant que des incommodités de femme la rendaient indisponible pour l'exercice. Le procureur la fixa longuement, lui semblant déceler des indices de loyauté, concéda de la tête. Ok, voilà donc, voilà pour